Je rends la parole à Monsieur Audin pour la discussion. Merci Sarah. Donc, concernant la discussion, il s'agit d'une large série. Je crois que c'est la série la plus importante qui est rapportée pour l'instant. Il s'agit de pathologies variées avec un taux de complications important, mais c'est ce qui est retrouvé dans la littérature. Les limites de cette série, c'est qu'il s'agit d'une série rétrospective. Alors il y a peut-être certains incidents qui n'ont pas été déclarés. C'est des patients et des techniques hétérogènes, et notamment on a à la fois des arthrodèses et des tiges de croissance. Et le suivi radiologique de ces patients est difficile, car ce sont des patients qui vont après en centre, en institution, et c'est difficile de retrouver les radiographies post-opératoires. On a un suivi essentiellement radiologique, mais ce qui est difficile également chez ces patients, de savoir quantifier, est-ce qu'il y a des douleurs sacro-iliaques, est-ce qu'il y a des radiculalgies après les corrections. C'est des choses qu'on ressent en clinique, mais qui sont difficiles à objectiver. Concernant les complications précoces, c'est que ces complications, elles ont un taux important, mais ce sont des techniques qui sont complexes à mettre en œuvre, et ce sont des patients également complexes. Ce qu'on peut dire, c'est que le taux de complications chez l'IMC est un peu supérieur par rapport aux autres groupes de patients. Concernant la malposition des implants juste en post-opératoire immédiat, si on regarde chez les patients qui ont des scanners, on se rend compte que l'anatomie du bassin, elle est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus perturbée que ce que l'on imagine. Et je pense que, à la vue de cette série, ce n'est pas un péché d'aller faire un scanner préopératoire pour voir comment on va insérer son ostosynthèse. Un contrôle radiographique péropératoire et puis également un intérêt de la navigation qui va se développer, je pense, dans ces techniques. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'on a des centres qui sont monotechniques, c'est-à-dire que chaque centre utilise chaque fois la même technique pour tous les patients. Et si on regarde l'anatomie, et si on regarde ces scanners, justement, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir en se disant, il y a peut-être certaines techniques qui sont plus adaptées à telle forme de bassin ou à tel type de patient. Et ce qui est intéressant de voir également, c'est que même si c'est une série de patients opérés récemment, donc jusqu'en 2015, il y a 25% des patients qui sont opérés avec des techniques qui sont actuellement déconseillées dans la littérature, à savoir les unitrodes et les vis isolées dans S1. Concernant la correction initiale, il n'y a pas de différence entre les techniques pour la correction de l'obliquité pelvienne, mais par contre, on a une meilleure correction de la gîte de C7 avec les systèmes avec une extension iliaque. À long terme, on a moins de pertes de correction avec la prise sacrée, avec une prise sacrée, quelle qu'elle soit, associée à une vis d'extension iliaque, par rapport à une prise sacrée seule ou une prise iliosacrée. Et on peut se demander si, une fois qu'on a fixé le rachis avec le bassin, si on ne fixe pas les ailes iliaques, est-ce que les contraintes étant les mêmes, et notamment chez les patients IMC, il n'y a pas une poursuite de la déformation dans les articulations sacro-iliaques et voire dans les ailes iliaques. Et puis, au long terme également, ce qu'il faut noter, c'est un taux de complication, une perte de correction plus élevée avec la technique de Luque-Galveston. Je voudrais finir pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette série pédiatrique. Donc vous avez ici tous les centres qui ont participé avec les gens qui ont été impliqués dans le recueil de données. Merci beaucoup. Merci Thierry. On a au moins 10 minutes de discussion ouverte avec la salle. J'invite les orateurs qui ont déjà parlé à monter sur scène. Oui, si tu veux. Vous avez des micros qui sont dans la salle et un micro aussi qui se déplace chez vous si vous voulez. Vincent Fier, il a une question. Bon, oui. Je vous remercie beaucoup, c'est un super travail. C'est un petit point technique juste pour lancer la discussion.
Pour moi, les vis S1, elles doivent toujours être bicorticales, et la vis S1, elle n'est pas très dangereuse. Il ne faut pas qu'elle soit très bicorticale, il ne faut pas qu'elle fasse 10 cm, mais moi, je ne mets jamais une vis S1 qui ne soit pas bicorticale, et je trouve que c'est important qu'elle soit bicorticale. La vis S2 est dangereuse, parce qu'elle va aller plus vers la racine L5, mais enfin, dans mon expérience, c'est plutôt chez l'adulte, mais j'ai fait aussi pas mal de scoliose. Il me semble qu'une vis S1 doit forcément être bicorticale, sinon elle ne tient pas du tout. Voilà, c'est un petit point technique. Alors, c'est un point intéressant. Ce qui est intéressant, donc, c'est l'étude cadavérique que j'ai montrée, c'est qu'effectivement, dans les vis S1 ou S2 bicorticales, il y a un risque de... Enfin, bien sûr, c'est une étude in vitro sur 15 cadavres, hein, mais il y avait quand même 20% de pénétration, soit de l'artère sacrée moyenne, soit de la veine sacrée moyenne, soit du tronc sacré sympathique, avec des conséquences cliniques qui peuvent être, qui sont souvent d'ailleurs sous-estimées par les patients. Donc, le fait d'être bicortical, même en S1, a un risque non négligeable, certes faible, mais de petites complications. Et c'est pour ça que dans la littérature, ce qui est le plus recommandé, c'est de finir dans le promontoire, ce qui permet d'être quasiment bicortical, mais quasiment à la partie antérieure du disque. Et ça évite ce risque. Et en plus, du coup, la vis n'est pas perpendiculaire aux forces d'arrachement, donc elle tient mieux, et elle est un peu plus longue. Mais effectivement, une autre technique, c'est de mettre vis bicorticale, mais généralement, il est plutôt recommandé d'être ascendant et terminé à la partie antérieure du promontoire. Daniel Chopin. Si je voudrais d'abord vous féliciter pour la clarté et le caractère remarquable de cette présentation. Je voudrais demander à Thierry Audin, dans les cas particulièrement difficiles, hein, des conditions anatomiques difficiles de les présenter, est-ce que tu utilises parfois la navigation pour à la fois la planification et t'aider dans la meilleure prise possible au niveau du bassin? Alors, malheureusement, moi, j'ai pas la navigation à ma disposition. Et donc on s'en sort avec l'amplificateur de brillance, et puis également en fait l'aile iliaque, on peut la suivre et on peut suivre sa direction en glissant une rugine et en augmentant un petit peu la dissection. Mais de plus en plus en préopératoire, je demande un scanner pour voir un peu comment va être le bassin, comment il va se positionner dans les bassins qui me paraissent un peu dysplasiques. Mais c'est sûr que la navigation, ça va être, enfin, c'est extraordinaire pour ce type de fixation, hein, en termes de gain de sécurité. Jean-Luc Clément. Merci et bravo pour ce joli travail. Personnellement, ma technique de fixation sacrée, elle a évolué avec le temps, enfin de fixation ilio-sacrée, a évolué avec le temps. Au début, on mettait une vis, après on a mis une plaque, après on a rajouté des vis sur les ailes iliaques. Et moi, j'ai le sentiment que la fixation au sacrum et au bassin, on peut faire la différence entre deux types de montage. Quand vous avez une grande déformation, que vous voulez fixer votre tige inférieure sur le bassin et le sacrum, il y a soit vous faites ça en un seul temps et vous allez forcer sur vos implants en bas, soit vous mettez d'abord votre fixation iliaque, vous assurez une base solide et puis là-dessus vous montez vos tiges sur le rachis. Ma question est, est-ce qu'il y a des montages comme ça où finalement le montage se fait en deux temps plutôt qu'en un seul temps? C'est-à-dire qu'on assure d'abord la fixation sacrée et iliaque, et puis ensuite on monte là-dessus sur une base solide la correction rachidienne. Alors ça, ce sont des données qu'on n'avait pas dans la série, mais par contre, si on regarde les radios, on voit qu'il y a un petit peu ces deux stratégies. C'est de faire une prise, on va dire, sacrée, plus ou moins étendue à l'iliaque, et puis après, on fait une correction avec le haut du montage avec des connecteurs entre deux, et puis il y a des montages qui sont faits avec juste une tige. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Luc, mais je pense qu'il y a les deux stratégies. Vous n'avez pas pu différencier les deux systèmes, les deux techniques. Non, c'est une question on ne s'est pas posé, d'ailleurs on ne se l'est pas posé cette question, mais quand on regarde les différents dossiers, on voit qu'il y a ces deux stratégies pour le montage. D'autres questions dans la salle? Oui. Yann-Philippe Charles.
Juste un point technique encore, une question pour Stéphane Wolf. Tu évoquais les connecteurs de Stéphanie, les vis trans-sacroiliaques qui étaient bien sûr beaucoup plus courtes et de plus faible diamètre que les vis S2ALA qui sont celles qui sont plus modernes. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de ruptures de vis ou de vis qui ressortaient, ce qui veut dire que les contraintes mécaniques au niveau de la sacroiliaque sont non négligeables. Est-ce qu'il existe dans la littérature ou dans ton expérience, on va dire, un certain diamètre ou longueur à utiliser pour justement s'affranchir de ces problèmes mécaniques de la sacroiliaque et ne pas la détériorer secondairement chirurgicalement? Pour ces connecteurs, il y a eu l'évolution principale, c'est que s'ils ne sont pas bloqués, les vis ressortent. Ça existe d'ailleurs aussi par les vis, à cause des vis, pour les vis iliosacrées. Donc l'évolution des matériels s'est fait vers des systèmes, aussi bien pour les vis iliaques que pour les vis iliosacrées, empêchant le dévissage de ces vis. C'était pour les deux techniques la complication. Les vis qui reculent, les systèmes actuels, en général, pour les vis iliaques ou pour ces vis-là, pour les vis iliosacrées, empêchent le recul, parce qu'il y a des micro-mouvements, et si on autorise, ces micro-mouvements existent toujours dans tous les montages, si on autorise le dévissage, on a ces problèmes. Mais ça a été corrigé, ça, on s'en est rendu compte, donc les deux systèmes s'opposent à ça avec des nouveautés techniques. D'autres questions? Je vais peut-être poser une dernière question à Thierry et Brice. Après cette étude, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place à s'arrêter sur S1 dans les longs montages en pédiatrie? C'est peut-être en tant que conclusion. Est-ce qu'il y a encore de la place avec les complications, tu as vu, qui sont augmentées ou pas, ou à chaque fois il y a un long montage qui s'arrête sur S1, il faut ajouter quelque chose? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que s'arrêter sur des vis S1, non. Par contre, la technique de Jackson donne des bons résultats à la fois à court et à long terme. Ça, les résultats sont probants. Donc, il n'y a pas une obligation d'étendre aux ailes iliaques. Alors après, ça, c'est peut-être à pondérer, en sachant que chez un patient IMC, avec donc des contraintes, et notamment des patients très spastiques, très dystoniques, si on bloque juste le rachis et le sacrum, est-ce que les contraintes de cisaillement, d'asymétrie musculaire ne continuant pas, on ne va pas déplacer le problème au sacro-iliaque et aux ailes iliaques? Et ça, c'est une étude, je pense, qu'il faudrait faire dans l'avenir, à savoir prendre des patients qui sont fixés jusqu'au sacrum et voir ce qui se passe dans les 5 années après dans le bassin avec des scanners. Ça, je pense que ça serait très intéressant, on aurait sûrement des surprises. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt, enfin, il n'y a aucune justification pour utiliser uniquement des vis S1, d'autant plus que souvent nos patients sont très porotiques et les vis S1 sont rarement plus longs que 30-35 en pédiatrie. Et pour être presque un peu plus controversé, j'ai presque envie de dire que du fait de la proximité de la vis S1 et de la vis S2I, on peut même se demander si une vis S2I ne suffit pas en fait, pour finir un montage, quand on fait un très long montage. Mais les vis S1 seules sont très insuffisantes en pédiatrie. On va commencer par